Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Avec cet éboulement qui s'est produit hier en Isère, 500 à 1000 mètres cubes de roches sont tombés sur la route entre Venosque et Saint-Christophe-en-Noisans en direction de la Bérarde. Plusieurs centaines de personnes ont dû être évacuées. Certaines sont redescendues que ce matin. Il s'agit maintenant de purger la zone instable. Nous retrouverons le premier épisode de notre série consacrée aux Jeux Olympiques et à ces sports dont on parle peu, avec un coup de projecteur ce soir sur la lutte. C'est pourtant le plus vieux sport de l'histoire. On le pratiquait il y a déjà 5000 ans. Un sport sur la sellette, la discipline, on le verra, a bien failli être retirée des JO. Et puis Aix-les-Bains aux couleurs du Japon. Pour la première fois cette année, la ville thermale célèbre le pays du soleil levant durant le festival Matsuri. Au programme cinéma, musique ou encore cuisine, il s'agit de découvrir les traditions japonaises comme la célèbre cérémonie du thé. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale dont voici les principaux titres. Quelle forme prendra la manifestation de jeudi contre la loi travail ? La préfecture de police veut remplacer le défilé par un simple rassemblement afin d'éviter les violences. Les syndicats rejettent l'idée. Et puis pour ou contre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les derniers sondages se resserrent. Inquiétude des Anglais installés dans le Périgord, de nombreux retraités qui redoutent des conséquences sur leur vie en France. Ils ont eu droit à une nuit en montagne supplémentaire à cause de l'éboulement qui s'est produit hier sur la route départementale entre Venosque et Saint-Christophe-en-Noisans. Plusieurs personnes sont restées bloquées. Certaines d'entre elles ne sont redescendues que ce matin. Avec le sourire, Jean-Christophe Pain, Nathalie Rapuc. Ça, c'était la route. Hier matin, vers 6h30, dans les derniers lacets de la départementale 530, juste sous le petit bourg de Saint-Christophe-en-Noisans, entre 500 et 800 mètres cubes de roches se sont éboulés. Plus de peur que de mal. 200 personnes ont été évacuées dès hier. Ce matin, une cinquantaine est redescendue à pied par le sentier, comme un supplément de randonnée. La gardienne du refuge de la Lavenne nous a gardés pour la nuit. On était seuls dans le refuge. Elle nous a préparé des petits plats super. On a été accueillis comme des rois, c'était super. On a pris l'apéro, on a joué toute la soirée Uno. C'était sympa, hein, franchement. L'hélicoptère de la sécurité civile a même transporté ceux qui ne pouvaient marcher. Charlie et Amandine ont beaucoup apprécié le baptême de l'air. T'es content, toi? Oui. Bon, bien accueillis là-haut. Oui, non, mais super bien. Puis on a été coincés dans un bel endroit. Donc ça va. Tant qu'à faire. Ouais, c'était mieux qu'à Lyon. Et pour rallier la vallée, un chœur spécial, escorté par les motards de la gendarmerie nationale. Très bien organisé, on a été très bien reçus, vraiment. On ne pouvait pas demander plus. Vraiment. Le bus, là en bas. Le bus, les gendarmes, l'accueil, tout le monde vraiment très sympathique. Ils ne tarissent pas d'éloges sur l'hospitalité montagnarde. Tous ont juré de revenir, récupérer leur voiture toujours coincée plus haut. Pendant ce temps, les techniciens du département de l'Isère sont sur le pied de guerre. Aujourd'hui, des spécialistes équipent de corps de la falaise par le haut pour descendre étudier demain la zone qui menace encore 1000 mètres cubes de roches très instables. En fait, on peut pas forer dans la partie stable, c'est trop instable. Donc on va être obligé de travailler en mettant des charges à l'arrière dans les fractures qui existent, avec forcément un résultat de tir qui est encore plus aléatoire, je dirais. Donc là, on fait comme on peut. Opération plus complexe, donc plus longue qu'à l'habitude. La route de la Bérarde pourrait bien ne pas rouvrir avant la fin de la semaine. En Isère, toujours face au risque d'inondation, la ville de Sassenage rehausse ses digues et doit revoir son plan d'occupation des sols. La ville ne payera pas de taxes pour son retard en matière de construction de logements sociaux. Jérôme Ducrot, Yves Maréglot. 2 kilomètres d'aménagement des digues du Furon en plein centre de Sassenage. Des travaux rendus difficiles avec la montée des eaux de ces derniers jours. On a eu une crue vendredi matin, vendredi de la semaine dernière, qui nous a amené une crue décennale. Donc on a dû gérer en urgence, on a redémonté les passages busés qui ne sont plus là aujourd'hui parce qu'on les a enlevés vendredi. Donc oui, c'est un peu compliqué. Ouais. Beaucoup d'habitations de la rive droite de Sassenage sont en dessous du seuil du Furon. Avec les anciennes digues, elles risquaient d'être inondées à tout moment. 2,7 millions d'euros ont été investis pour les protéger. Les lois ont changé. Il y a une trentaine d'années, les niveaux de protection n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, on est obligé depuis la loi de 85, de 1985 bien sûr, on est obligé de se protéger contre une crue centennale. Ce n'était pas le cas à l'époque.
Donc les zones qui sont inondables aujourd'hui ne l'étaient pas dans les règlements précédents. Du coup, toute la rive droite de Sassenage est en zone inondable, donc non constructible. Une situation que les élus ont dû gérer avec la population. Ce qui est primordial pour eux, c'est qu'aujourd'hui, ils sont protégés. Et ça, je pense qu'ils ont été d'accord. Ils ont eu un peu du bruit pendant les travaux. Bon, ils ne sont pas finis, ils en auront encore un peu. Mais je pense en expliquant bien ce que l'on fait, eh ben, les gens comprennent. À Sassenage, 50% des zones urbanisées sont non constructibles. Le préfet n'obligera pas la commune à rattraper le déficit de logements sociaux. Le corps d'un homme de 36 ans porté disparu depuis 2 semaines dans le secteur de la cascade de Bâton entre Livet-et-Gavet et Almont en Isère a été retrouvé hier par des secouristes. L'homme avait été victime d'une chute en canyoning début juin. Sa compagne avait été retrouvée blessée 3 jours après leur disparition. Cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes. Un skieur est mort ce lundi au Mont Blanc du Tacu dans une avalanche déclenchée par 2 gendarmes du PGHM de Chamonix en Haute-Savoie. L'enquête devra déterminer les responsabilités des 2 militaires. Plus d'informations sur notre site alpes.france3.fr. De plus en plus de communes en France choisissent de se regrouper afin de ne former qu'une seule entité. C'est le cas peut-être d'Annecy ce soir. Les conseils municipaux de la ville et de 5 communes voisines doivent voter pour ou contre une fusion. Les détails avec Xavier Schmitt. La proposition avait créé la surprise en Haute-Savoie. Il y a 2 ans, en juin 2014, le député et maire d'Annecy-le-Vieux, Bernard Accoyer, lance l'idée de créer une sorte de Grand Annecy, la fusion des 13 communes de l'agglomération. Les principaux arguments sont économiques et politiques. Consolider le développement du territoire, mais aussi faire le poids au sein de la nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes, tout en compensant la baisse des dotations de l'État. 2 ans après, face aux oppositions, le projet de fusion a réduit sa voilure. Ce soir, 6 communes seulement vont se prononcer pour ou contre par le vote des conseils municipaux. Annecy et 5 voisines, Annecy-le-Vieux, Sénaux, Crangevrier, Mettey et Pringy. Cette fusion est déjà qualifiée d'historique par ses promoteurs. Mais elle s'inscrit dans une réorganisation plus large, la nouvelle coopération intercommunale. La communauté d'agglomération d'Annecy va s'élargir en absorbant plusieurs communautés de communes. Cette nouvelle agglomération doit voir le jour le 1er janvier 2017, tout comme le Grand Annecy. On s'arrête à présent sur cette actualité qui fait la une pas très loin de chez nous. En Italie, on votait hier pour les élections municipales. La grosse surprise a été créée dans les villes de Rome et Turin. 2 candidats du mouvement 5 étoiles du comique italien Beppe Grillo ont été élus. Un scrutin turinois dont l'issue nous concerne aussi. Fabrice Légard. La cui porta sarà sempre aperta. Derrière le beau sourire de victoire et les yeux bleus Squadra Azzurra de la nouvelle maire de Turin se cache le dernier coup de maître d'un comique à la Coluche. Un comique qui l'était plus que jamais hier soir à l'heure du succès, à la fenêtre d'un immeuble romain faisant le pitre avec un cintre, un appendino, oui, comme un porte-manteau en italien, comme désormais la jeune maire de Turin, Chiara Appendino. Nous avons avant tout le devoir de recoudre une ville profondément blessée en tissant un nouveau lien entre les citoyens et leurs élus. En tant que maire, je ne pourrai pas résoudre toutes les difficultés, mais tous auront le droit à mon écoute. Je serai le maire de tous les Turinois. Un discours qui ne peut que porter dans le climat de défiance générale qui entoure les partis politiques traditionnels. Aggravé par plus de 10 ans de frasques berlusconiennes et par 2 ans d'une potion d'austérité économique assénée par le dottore Monti, les Italiens ont fini par choisir le parti d'en rire de Beppe, né il n'y a pas même 10 ans sur la toile. Notre mouvement est né spontanément, sur le net. Moi, j'ai simplement donné un coup de main en y mettant mon visage. C'est un mouvement de citoyens online, avec des projets diffusés online. On a commencé par faire entrer une webcam dans chacune de ces assemblées pour faire savoir à l'extérieur tout ce qui peut se bricoler entre politiciens dans ces rendez-vous d'affaires où tous les grands partis sont d'accord entre eux. Des web méthodes qui ont classé directement le mouvement Cinque Stelle dans la catégorie des populistes, mais ont aussi attiré à lui comme un aimant nombre de jeunes déçus par la politique. Mais moi je ne crois pas que ce soit une forme de politique malsaine. C'est pas celle que je préfère. Mais je préférerais aussi avoir une politique plus efficace, plus représentative des citoyens. Populiste ou pas, ce qui est certain, c'est qu'avec la nouvelle maire de Turin, le camp des opposants au futur TGV Lyon-Turin dispose désormais d'une porte-parole de choix et de poids. Les drapeaux notables ne flottaient pas pour rien hier dans la nuit turinoise.
On poursuit avec ce dispositif expérimental mis en place par le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu en Isère. Depuis début mai, 15 lits ont ouvert au sein de l'EHPAD Jean Moulin. Ces hébergements transitoires permettent d'accueillir des résidents en situation d'urgence durant 90 jours, le temps de les orienter vers leur EHPAD définitif. Anne Diard, Didier Alban. Comment allez-vous? Eugène a 84 ans. Il est l'un des tout premiers à avoir été accueilli dans le nouveau service. J'ai des crises de douleur? Des douleurs. Dans les membres? Dans les membres. Perclus de douleur, il peine à marcher et ne pouvait plus rester chez lui. La dépendance, c'est le point commun de tous les résidents ici. Une dégradation soudaine de leur état de santé ne leur permettait pas d'attendre qu'une place se libère dans un EHPAD. Là, j'attends une maison. Hein. C'est un peu parler d'aller sur Morestel. Je pense que je vais pouvoir y aller. Mais car, je ne sais pas. Hein. Rosette, comme tous les autres, n'est que de passage dans cette unité. Une solution pérenne doit être trouvée dans les 3 mois. Dans cette durée de 3 mois, toute l'équipe qui est ici essaye de trouver une place dans une des EHPAD correspondant aux demandes qu'avait préalablement faites la personne. Aujourd'hui, les délais d'attente pour intégrer un EHPAD sont de 12 à 18 mois. L'objectif de l'équipe, c'est de raccourcir ces délais tout en préparant au mieux les personnes âgées au changement de vie qui s'annonce. Il y a encore beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes par rapport à la vie en maison de retraite. Les familles aussi sont très inquiètes souvent. Et justement, il y a toute une élaboration, tout un travail qui se fait autour de ça pour essayer de les rassurer, pour justement essayer de répondre à leurs questions. Et je pense que ça peut vraiment les aider ensuite pour l'adaptation dans la maison de retraite. Ce dispositif d'hébergement d'urgence transitoire, expérimenté à Bourgoin-Jallieu, est financé par l'Agence régionale de santé et le département. Il sera évalué dans 1 an afin de décider de sa pérennisation ou non. Y aura-t-il des touristes en Savoie cet été? La question se pose après le printemps froid et pluvieux que nous avons connu. Mais vous allez le voir, les professionnels sont plutôt confiants, comme le montre ce reportage de Bernard Portugal et Frédéric Pasquette. Soleil, ciel bleu et plaisirs aquatiques. Une image enfin estivale sur les bords du lac du Bourget. Monique et Jacques viennent de Nancy. Ils vont passer 5 semaines au camping d'Aix-les-Bains et ils accueillent le retour de la chaleur avec le sourire. On ne va pas parler du mauvais temps. On va dire, il fait beau à Aix-les-Bains, venez. Il y a une semaine qui est passée, mauvaise, il faut le dire. Hein. Voilà. On a eu la flotte. Voilà. Moi, j'étais venu pour faire du vélo, j'ai pas pu sortir le vélo. Mais maintenant, il fait beau, c'est super. Les vacances commencent pour moi, parce que moi, je fais pas la cure. Hein. Dans ce camping au bord du lac, le mauvais temps durant tout le mois de mai et début juin a eu des répercussions sur la fréquentation. Elle est en baisse de 20% environ par rapport à l'an dernier. Mais les perspectives pour les mois de juillet et août sont encourageantes. Là, on est aux alentours de 75-80% de remplissage du camping, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas dans nos normes habituelles à Aix-les-Bains. Ce qu'on espère, c'est pouvoir rattraper là un petit peu sur fin juin, début juillet. Et puis après, on a quand même des réservations qui sont tout à fait correctes, voire même bonnes pour le cœur de l'été. À quelques kilomètres de là, un autre lac, celui d'Aiguebelette. Une quinzaine de campings, une base de loisirs, 7 plages aménagées et de nombreuses animations prévues durant tout l'été. Ici, tout est prêt pour accueillir les touristes et l'heure est à l'optimisme. Nous, on est parti avec l'idée que ce sera une saison touristique bonne parce qu'aujourd'hui, il y a des développements autour du lac, des possibilités nouvelles avec l'Acrobranche qui vient d'ouvrir. On a un potentiel fort de touristes, soit à la journée, soit à la semaine, soit 2 semaines, et qui s'annonce prometteur. À quelques jours du début des vacances d'été et malgré un printemps difficile, les professionnels du tourisme veulent donc rester sereins. L'an dernier, la fréquentation touristique avait généré plus de 21 millions de nuitées en Savoie-Mont-Blanc de juin à septembre. Notre sujet Grande Région nous emmène dans le Puy-de-Dôme avec cette expérience menée par un maraîcher en agriculture biologique. Il s'est lancé dans la culture d'un potager à 1500 mètres d'altitude. Des tomates, des courgettes, du céleri, du chou et de la salade ont ainsi pris de la hauteur sur un petit morceau de terre. Aurélie Albert, Stéphanie Vino. En fait, à chaque fois que je viens randonner ici depuis des années, que je vois cette terre, je me suis dit mais pourquoi il n'y a pas de légumes dans cette terre, tellement elle fait rêver, et j'ai fini par craquer.
Tous les jardiniers rêveraient d'avoir une terre comme ça dans leur jardin. Tout commence par une rencontre entre un maraîcher et une terre, à plus de 1500 mètres d'altitude. La neige, tout l'hiver, fait pourrir l'herbe. Donc l'herbe enrichit la terre en humus. Et ensuite, cet humus, au fil des siècles, devient une terre de rêve. La grelinette sert à travailler la terre, à aérer la terre et à l'affiner pour le travail. Et ensuite, tout est prêt. Regardez, hop, on soulève. Et en soulevant, on émiette toute la terre. C'est beaucoup plus facile d'abord de greliner que de bêcher, parce qu'on n'a pas à retourner la terre, à soulever la terre. Et comme on ne la retourne pas, justement, ça évite que les graines qui sont enfouies en profondeur regerment en surface. Les gens qui bêchent ou qui labourent pensent régler le problème, mais non, toutes les nouvelles graines regerment. 2 heures de préparation plus tard, et la terre est prête à accueillir quelques plants de légumes. Donc on va commencer par les tomates. Donc je vais prendre mon transportoir. Je fais un trou de 30 cm. Je vais enfoncer la tomate de 30 cm. Donc elle va trouver tous les éléments dont elle a besoin, toute seule au fond de la terre. Si je la mets en surface, si ça va faire chaud pendant 15 jours, elle n'a plus d'eau. La courgette. Moi j'utilise les outils du... Après avoir arpenté les montagnes, Tony a enfin trouvé ce petit bout de terre dans les hauteurs du col de la Croix Saint-Robert, une expérience de haut vol. Donc évidemment tout est biodégradable, hein. La ficelle aussi. Hein. En fait je veux montrer qu'un légume, quand il est bien planté, n'a pas besoin d'entretien. Voilà, en fait les gens arrosent trop souvent leurs légumes et c'est une erreur. Ce sont des légumes qui sont gorgés d'eau, qui n'ont aucun goût. Alors qu'un légume qui pousse tout seul mais qui est planté en bonnes conditions, puis qui trouve tous les éléments dont il a besoin dans la terre, aura un bien meilleur goût. Celui qui prendra des légumes ne sera pas un voleur, puisque ces légumes-là sont là. Si une tomate est mûre, personne ne viendra l'accueillir, autant que quelqu'un en profite. Vous étiez nombreux hier soir devant le match de l'Euro France-Suisse, une rencontre qui avait une saveur un peu particulière dans le petit village au Savoyard de Saint-Gingolph. Il est traversé par la frontière avec presque autant d'habitants côté français et côté suisse. Ingrid Panet-Duparc et Serge Vorette ont suivi la rencontre avec tous les supporters. Allez, santé! Santé! À la Suisse! Le match n'a pas encore commencé que sur les bords du Léman, on parie déjà sur un nul. Il faut dire que le village de Saint-Gingolph est unique. 800 Français, 900 Suisses se partagent le même territoire. Un pour tous, tous pour un. Alors cela commence forcément par une Marseillaise, suivie par l'hymne suisse, et chacun s'identifie comme il peut. Il ne faut pas que la Suisse gagne pour que la France soit deuxième, sinon voilà. Le match nul, ça c'est bien. 0-0, 1-2-2. Cette particularité franco-suisse intrigue. Ce serait même devenu un atout touristique ce soir. C'est la première fois que je suis en France pour voir un match. Et comme la commune est moitié France et moitié Suisse, j'ai décidé de venir ici. 21h, les quais se vident et la salle des fêtes se colorie de rouge, de blanc et de bleu-blanc-rouge. Le président du FC Saint-Gingolph est sur la touche ce soir, derrière le bar. J'imagine un match fermé avec un but des Français, ça suffira à notre bonheur. Et le bonheur sera nul jusqu'à la première mi-temps. Ils n'ont pas marqué, mais il reste 45 minutes et on sait que les Français marquent en général entre la 89e ou la 89e et la 92e. Donc restons optimistes. Madame le maire côté français pose avec son homologue suisse, quelques tacles au passage, des petits pics, rien de bien méchant. Se charrier entre voisins ici, c'est sport national. Pour l'instant, je crains le match nul jusqu'au bout parce que c'est vrai que les deux équipes ont du mal à sortir. Les Suisses résistent et ils peuvent se montrer très offensifs. Donc ça promet une deuxième mi-temps intéressante. Et l'intéressant, toute la salle l'attend toujours. Beaucoup de chance, peu de suspense, mais pas de but. Il voulait que les deux équipes soient qualifiées, la France et la Suisse, donc il est content finalement de ce résultat. Et il aimerait une finale France-Suisse à l'Euro pour refêter le match ici à Saint-Gingolph. Il n'est pas le seul et ils y croient à une future rencontre amicale à l'image du match. Place à notre série de la semaine, on va parler des Jeux Olympiques et des sports que l'on ne voit presque que pendant cet événement planétaire. Et pour commencer, Maxence Regnault nous emmène avec Jordan Guéant découvrir la lutte.
celui qui gagnait les JO en lutte, c'était le roi. C'était le Usain Bolt de l'époque. Et oui, aujourd'hui, on va parler du plus vieux sport du monde, la lutte. Le saviez-vous, pendant les Jeux Olympiques de l'Antiquité, les rois, c'était les lutteurs. Leur histoire est commune et ne s'est jamais écrite l'un sans l'autre. La lutte, les Jeux Olympiques, une histoire d'amour qui dure maintenant depuis l'Antiquité. Il faut même remonter encore plus loin pour trouver les premiers témoignages du plus vieux sport au monde. Il y a 5000 ans, la lutte était pratiquée par les Sumériens, puis par les Égyptiens, les Romains, les Grecs. C'est donc tout naturellement que les Jeux de l'Antiquité font de la lutte leur symbole et des lutteurs leur héros. On est là, on se met comme ça, hein. On balance, on le fait tomber. C'était la course marathon et la lutte. Donc c'était à la base du mouvement olympique. Et après, comme le père de Coubertin, il a recréé on peut dire moderne Jeux olympiques. Lutte, bien évidemment, ça fait partie tout de suite du jeu. Car dès 1896 et les premiers JO de l'ère moderne, la lutte refait surface. À l'époque, c'est l'un des sports en vogue. On le pratique comme on pratique aujourd'hui le football. Mais avec le temps et une mauvaise communication, l'intérêt du public va s'étioler jusqu'à n'être reconnu qu'avec les seuls JO. Il y a 3 ans, le comité olympique a même essayé de l'en exclure totalement. J'ose même pas y penser. Il ne faut pas se laisser manger, il faut à mon avis, il faut rester honnête. Et il ne faut pas que l'argent vienne tout polluer. Il ne faut pas confondre le sport et le fric, c'est 2 choses complètement différentes. Nous, en lutte, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent, mais on a envie. L'argent, ça pourrit tout. Bien sûr, c'est le but pour chaque petit enfant, pour chaque petit lutteur. C'est le but de monter jusqu'à JO. Heureusement, le CIO n'est pas allé au bout de cette décision. Quoi qu'il arrive, la lutte sera sport olympique au moins jusqu'en 2024. Rassurés, il ne nous reste maintenant plus qu'à comprendre comment fonctionne ce sport de combat. Donc écoute-moi, le principe de la lutte, c'est simple. Mettre sur le dos et tenir pendant 3 secondes sur le dos. Donc, le plus s'appelle bras au lait. Là, hop, je pars. Je reviens. Et donc, allez, 3 secondes. 1, 2, 3, fini. Perdu. Bon, la lutte, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est même terminé pour moi parce que demain, c'est poney. Et oui, poney, car demain, on découvrira l'équitation. Aix-les-Bains aux couleurs du Japon. Pour la première fois cette année, la ville thermale célèbre le pays du soleil levant durant le festival Matsuri. Au programme cinéma, musique, exposition et cuisine pour découvrir les traditions japonaises. Aurore Trépeux, Jean-Christophe Solari. Les Matsuri, fêtes populaires japonaises, célèbrent les traditions du pays du soleil levant. Symbole du Japon et de ses rituels, la cérémonie du thé est décrite comme un moment de communication entre les âmes, de l'hôte et de son invité. Un vrai instant de partage. Il y a beaucoup de personnes qui disent que la culture japonaise c'est un peu difficile à comprendre. Donc d'abord partager et d'abord avoir une expérience directe de toucher et manger et sentir et regarder. Ça c'est l'expérience très importante pour comprendre la différentes cultures. Je suis contente d'avoir vécu ce moment. Dans ce monde de folie, ça fait du bien. C'est zen, c'est très très... Moi je suis enchantée. En 1998, le Japon s'était invité à Aix-les-Bains à l'occasion de la Coupe du Monde de foot. Depuis, de vrais liens se sont créés. On a fait le constat que dans notre région Rhône-Alpes, il y avait plusieurs milliers de citoyens japonais expatriés qui vivaient ici. Et on a pensé que c'était bien qu'il y ait un point de rendez-vous, au fond, annuel. Donc c'est la première livrée, ici à Aix-les-Bains, où les Japonais se sentent chez eux, se sentent accueillis, se sentent respectés. Un respect qui a su mettre à l'aise les artistes présents au festival. Aix-les-Bains est une ville très pittoresque. Une fois rentrés au Japon, nos souvenirs vont nous inspirer. L'environnement et la nature où nous nous trouvons sont importants pour nous. Les rencontres avec les habitants, les sourires et les bons moments que nous partageons nous animent.
Le festival se terminera mercredi par des ateliers d'origami et de calligraphie. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'une des principales informations. Une cinquantaine de personnes bloquées hier après l'éboulement sur la route de la Bérarde en Isère est redescendue ce matin. Côté chantier, les travaux de purge se préparent. La zone reste toujours très instable. 1000 mètres cubes de roches pourraient encore tomber. C'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo, puis l'édition nationale. Demain, à midi, vous retrouverez Daniel Despin pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Je serai là demain soir à 19h. Passez une très belle soirée et à demain. Des petites pluies.